d'accord? Enfin, je ferme la porte. Ok, ben merci à tous d'être présents. Merci à toi Gabriel d'avoir traversé le lac ce matin pour venir nous présenter des choses. On entend beaucoup parler souvent, hein, voilà, où est le Rhône, combien de temps, les résidences de l'eau, etc. Nous, on n'est pas forcément des spécialistes de ça, on n'est même pas du tout spécialistes de ça, donc c'est super que tu puisses venir nous éclairer là-dessus. Je vais te laisser te présenter parce que tu le feras beaucoup mieux que moi. Je te remercie encore, je te donne la parole. Merci Stéphane, et merci à l'INRA du coup pour l'invitation à ce séminaire. Donc, je suis Gabriel Cotte, je suis actuellement en train de finir mon doctorat à l'Institut des dynamiques de la surface terrestre, à l'UNIL, sous la supervision du professeur Thorsten Bennemann. Et concernant mon parcours, mon jeune parcours, rapidement, je suis originaire de la ville de Lyon, donc j'ai grandi dans le département du Rhône. J'ai commencé des études en environnement et en biologie à l'IUT de Saint-Étienne. Puis ensuite, j'ai descendu le Rhône jusqu'à Montpellier pour y faire un master en hydrologie, avec une année d'échange à l'INRS de Québec, au bord du Saint-Laurent. Et finalement, il y a 5 ans, j'ai remonté le Rhône pour y découvrir sa partie amont, sa partie suisse, et étudier à l'Université de Lausanne la dispersion de ces eaux dans le Léman et voir quels impacts il pouvait y avoir sur la biogéochimie du lac. Donc je vais vous présenter une partie de mes résultats de thèse. Donc en introduction, une petite présentation des protagonistes de cette histoire. Donc tout d'abord le Rhône, et comme je vous l'ai dit, on va focuser sur le Rhône amont, donc juste sa partie suisse. Donc le Rhône amont coule de son glacier jusqu'au Léman après avoir parcouru 160 km. Cette partie du Rhône a un régime hydrologique niveau glaciaire, c'est-à-dire qu'il est principalement alimenté par des forts débits en été dus à la fonte de la neige et la fonte des glaciers. Donc ce Rhône amont finit sa course dans le Léman, que vous connaissez, plus grand lac d'Europe de l'Ouest, avec ses 309 mètres de fond au maximum, c'est 72 km, j'ai pris le 72, pardon. Et le temps de résidence que l'on répète souvent, temps de résidence moyen de 11,3 ans. Donc là, il est important de préciser que c'est un temps de résidence théorique qui est calculé par le temps que mettraient toutes les rivières et toutes les entrées d'eau du Léman à le remplir si on était amené à vider le lac. Donc c'est un temps de résidence théorique moyen, et on va voir avec cette présentation qu'il peut y avoir des temps de parcours de l'eau bien plus rapides, voire bien plus longs pour sortir à Genève. Donc quels sont les enjeux d'étudier cette relation entre un milieu lotique et un milieu benthique que sont le Rhône et le Léman? Finalement, il y en a plusieurs. Ça va être dans le but d'étudier le transport des nutriments via une rivière dans un grand lac comme le Léman. Le transport de nutriments va avoir un impact sur la croissance du phytoplancton et puis ensuite sur toute la chaîne trophique, donc sur l'écologie du lac. Il va y avoir aussi une problématique de distribution des polluants. Une étude de 2014 a montré que le Rhône entraînait des polluants d'origine pharmaceutique jusque dans la baie de Vidy au niveau de Lausanne. Donc il va y avoir cette problématique. Et comme je vous l'ai dit, pour mieux connaître les temps de résidence et les temps de parcours de l'eau dans un bassin comme le Léman. Ici, vous pouvez voir la zone d'embouchure au niveau du Bouvray, que l'on appelle la bataillère, c'est là où ils se rencontrent et se battent les eaux du Rhône avec les eaux du Léman. Donc moi, ma thèse se concentre principalement sur quel impact ont la dispersion des eaux du Rhône dans le Léman sur le transport de nutriments. Et pour ce contexte, je voudrais vous rappeler que le Léman, comme vous le savez, a subi dans les années 60-70 une forte eutrophisation et qu'il est maintenant sur la voie de la réoligotrophisation avec des concentrations en phosphore totales qui chutent depuis ces dernières décennies. Une étude précédente a montré que le phosphore est devenu limitant dans la croissance du phytoplancton à partir des années 80. Et une étude récente, qui est dans le dernier rapport de CIPEL de l'année dernière, a montré que le Rhône, en plus d'être un apport majeur en eau, était aussi un apport majeur en orthophosphate, qui est donc finalement l'élément limitant pour la croissance du phytoplancton. Mais ensuite, comment déterminer si l'intrusion d'une rivière va avoir un impact ou non sur la production primaire des eaux du lac qui l'accueillent? Là, il va falloir faire aussi un peu d'hydrodynamique et de voir comment se comporte verticalement dans la colonne d'eau cette intrusion, où est-ce qu'elle a lieu. Et il va y avoir différents impacts, on peut prévoir donc différents impacts sur la production primaire du lac. Donc par exemple, le premier cas, si l'intrusion de la rivière et donc de ces nutriments a lieu dans la zone euphotique, la zone de production primaire, on va parler de fertilisation directe. Tandis que si cette intrusion a lieu plus bas que la zone euphotique, mais que via des brassages et un mélange vertical, ils atteignent la zone euphotique, on va parler de fertilisation indirecte.
Et inversement, si cette intrusion elle est bien plus bas que la zone euphotique, bien plus bas qu'elle ne peut être advectée jusqu'à la zone euphotique, on va parler de non-fertilisation. Et on pourrait même préciser que ça va alimenter en nutriments le fond du lac et qu'ils ne pourront être mobilisés seulement s'il y a un mélange hivernal. Donc pour savoir où va le Rhône verticalement dans le Léman, il faut faire un petit peu de physique. Et donc l'emplacement de l'intrusion du Rhône dans le lac Léman va dépendre de la flottabilité du Rhône. Et cette flottabilité va dépendre de la différence de densité entre les eaux du Rhône et les eaux du Léman. Et dans un milieu d'eau douce, cette densité de l'eau va dépendre principalement de la température, avec, comme on le sait, un maximum de densité à 4 degrés, mais aussi des sédiments charriés par la rivière, et très faiblement par sa salinité et sa conductivité. Donc déterminer la différence de densité entre le Rhône et le Léman va nous permettre de prévoir ou d'expliquer si l'on observe plutôt un écoulement de surface, si le Rhône est plus léger que le Léman, ou bien d'un écoulement intermédiaire, comme on peut le voir ici avec ce turbidity plume. Donc quand la densité du Rhône est plus forte que les eaux de surface du Léman, mais à la fois plus légère que celle du flot, on peut avoir un écoulement intermédiaire des eaux. En anglais, on parle d'interflow, et par la suite, je vais surtout utiliser ce terme. Ou bien le cas inverse, si le Rhône est vraiment plus dense que le Léman, il va couler dans son canyon et créer des courants de gravité. Et donc avant de vous présenter mes résultats, je voulais vous faire un petit historique des études qui ont été faites sur cette intrusion du Rhône dans le Léman les 150 dernières années. Donc les premières observations ont été faites par le père de la limnologie, François-Alphonse Forel, en 1885, qu'il a retranscrit dans sa monographie de Léman, où il a décrit un canyon sous lacustre relié, et il a relié ça à un système dynamique de sédimentation-érosion des eaux du Rhône. Et plus tard, c'est d'abord des études qui se sont concentrées justement sur cette dynamique de sédimentation et toute la dynamique de canyon que ça a engendré. Ici, on peut le voir sur l'étude de Sastre, avec la cartographie de tous les paléocanyons qu'il y a eu. Et le canyon actuellement C8, qui est le plus long et qui est celui qui est actif depuis les dernières corrections du Rhône, qui ont figé l'embouchure. On a ensuite eu des études qui ont détecté cet interflow, cet écoulement intermédiaire dans le métallignon. Donc d'abord, Kretman a détecté ça juste au niveau de la bataillère, donc dans la proche zone de l'embouchure, via des anomalies de température et de conductivité. Et avec la même technique, Balvey et Ishiguro en 2003 ont détecté des anomalies de température et de conductivité qu'ils ont reliées au passage des eaux du Rhône, mais bien plus loin, au niveau de Lausanne, donc à plus de 20 km de l'embouchure du Rhône. Et finalement, c'est en 2013 qu'a eu lieu la première étude isotopique, de traçage isotopique, par Janine Albert et Thorsten Bennemann, où grâce à ce traçage isotopique, ils ont confirmé la présence de l'eau du Rhône partout dans le Léman en période de stratification, et ils ont pu établir une hauteur limite du temps de parcours minimum que pouvait mettre le Rhône à atteindre le petit lac. Donc, via leurs mesures isotopiques, ils ont pu voir que le Rhône pouvait atteindre en moins de 5 mois, après apparition de la stratification, en moins de 5 mois, il pouvait apparaître et on pouvait y voir les premières traces dans le petit lac. Et ensuite, c'est des études de modélisation qui ont été faites particulièrement par des collègues de l'EPFL et qui, en modélisant les courants, l'hydrodynamique et en faisant du traçage des particules du Rhône, ont pu confirmer cette présence du Rhône partout dans le Léman et ont pu relier son parcours et sa dispersion dans le lac aux grandes gyres qui se mettent en place, ces grands courants giratoires qui se mettent en place dans le Léman et qui vont disperser les eaux du Rhône partout dans le lac. Et entre autres, la dernière étude d'Andreas Simatoribus a déterminé, malgré de grandes hétérogénéités spatiales et temporelles de cette dispersion, il a pu identifier des parcours préférentiels de l'eau, et entre autres celui que l'on voit ici, donc où le Rhône, via la grande gyre anti-horaire qui se met en place habituellement dans le Grand Lac, cette gyre va disperser préférentiellement vers la côte suisse, vers la côte nord, les eaux du Rhône, pour les emmener ensuite vers le petit lac. Alors à préciser que ces deux études sont des études de modélisation, donc ils ont pu voir en tout temps ce qui se passe, mais intrinsèquement ce sont des valeurs donc fausses, et les deux ont bien sûr conclu leur étude en disant qu'il fallait des études de traçage pour confirmer et pour voir effectivement ce qui se passait. Ce que nous avons fait à partir de 2015, donc à partir de 2015 on a fait différentes campagnes
de prélèvement et d'analyse à différentes saisons pour voir comment se comportait le Rhône dans le Léman à différents états de stratification du lac. Et on a choisi 4 grandes sections réparties tout le long du Léman. On a choisi ces 4 sections en fonction des grandes gires qui se mettent en place dans le Léman. Donc ça fait en tout 16 profils répartis sur ces 4 sections. Et on a utilisé, comme je vous le disais, les valeurs isotopiques pour tracer l'eau. Donc ce n'est pas un traçage des sédiments ni des nutriments, c'est tout d'abord un traçage de l'eau. Et pourquoi on peut faire ce traçage ici? C'est parce qu'on a finalement une signature isotopique du Léman, qui est une moyenne de tous les apports en eau et de toutes les signatures des rivières qui arrivent dans le Léman, qui est fixe à -12. Et on voit qu'elle est en tout temps différente de celle du Rhône, qui est entre -13 000 et -15 pour 1000. Donc finalement, quand on fait un profil dans la colonne d'eau du Léman, qui est à -12, quand on voit une valeur plus négative, c'est qu'il y a une fraction d'eau du Rhône qui s'écoule à cet endroit. Et avec ces valeurs-là, on peut calculer via une balance isotopique assez simple, on peut calculer des fractions d'eau du Rhône. Et en interpolant les différents profils que l'on a mesurés, on peut avoir ce type de résultat par section. On peut voir où est-ce que se concentrent les eaux du Rhône verticalement et horizontalement dans la colonne d'eau. Donc je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer quelques résultats assez intéressants. Donc tout d'abord, on va aller en période de stratification et on va avancer au cours de l'année. Donc je vais vous présenter ce profil ici où on est au large de Lausanne et d'Évian, donc la section la plus grande de 13 km. On est en août 2015, donc on a une forte stratification avec des températures de surface qui dépassent les 20 degrés. On a une thermocline qui est située ici, je ne sais pas si vous la voyez, mais en pointillé, qui a été mesurée et calculée entre 10 et 20 mètres, qui va osciller en fonction des différents courants qu'il peut y avoir dans le Léman. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate que le Rhône se concentre dans cette zone, sous la thermocline, et particulièrement dans la couche de métallignon que l'on a ici calculée et qui est représentée en trait continu. Donc on voit que le Rhône se concentre, de par sa flottabilité, se concentre dans cette zone. Et on voit également des différences au niveau horizontal. On voit un premier interflow, un premier écoulement plus concentré au large de Lausanne, et un autre bien distinct, moins concentré au large d'Évian. Et donc pour expliquer de tels résultats, il va falloir faire appel à la modélisation, et c'est avec des résultats de Frédéric que l'on a pu voir que de tels résultats pouvaient être reliés justement à, comme on l'a vu avant, cette gire centrale dans le lac qui disperse préférentiellement les eaux du Rhône sur la côte nord, d'où ce premier interflow plus concentré, et par un parcours plus long des molécules d'eau, va donner un écoulement de retour vers le bassin oriental, et donc on observe cet interflow moins concentré au large d'Évian. Et donc au niveau de notre problématique de quel impact sur la production primaire, on voit ici que quand la zone euphotique est située entre 10 et 20 mètres en été, on va avoir finalement une fertilisation directe dans le bas de la zone euphotique si le Rhône transporte encore des nutriments jusque-là dans le Léman. Donc comme je l'ai dit, maintenant on va avancer, on va aller dans la période de déstratification, donc en octobre. Et en octobre, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a des vents forts, il y a les températures qui diminuent. Donc on va avoir des mélanges convectifs qui vont avoir lieu, et puis on va avoir une homogénéisation de l'épilignon, ici à 13 degrés, quand on a fait les mesures fin octobre 2015. Et ça a pour conséquence, cette augmentation de l'épilignon et cette baisse de la thermocline, d'amener avec elle les eaux du Rhône. Donc on a cet interflow qui a lieu plus bas, l'intrusion a lieu plus basse, mais ce mélange aussi convectif et ce brassage des 20 premiers mètres a aussi pour conséquence, et je vous le montre ici avec un profil, on voit mieux, ça a pour conséquence d'amener des eaux du Rhône dans les couches de surface. Donc ici c'est un profil isotopique, on voit les signatures isotopiques en bleu, et ici en rouge le profil de température. Donc on voit que dans cette couche de surface bien mélangée, ont été entraînées des eaux du Rhône. On voit une légère déviation par rapport à la valeur de référence du Léman, ce qui dit qu'une partie de cet interflow, de cet écoulement, a été brassée avec le mélange automnal. Donc si l'on compare avec le profil du mois d'août, on voit bien que l'interflow qui était concentré entre 10 et 20 mètres, lui-même l'intrusion se situe plus bas, à 30 mètres au niveau de la nouvelle thermocline, et une partie a été brassée et mélangée dans les couches supérieures.
Et si l'on va encore plus loin dans la saison, en décembre, où là le mélange hivernal a eu lieu sur 40 mètres, on voit que le Rhône a été dispersé, en tout cas ce Rhône qui s'est fait transporter pendant la période de stratification, s'est fait mélanger sur les 40 mètres de la colonne d'eau. Et donc ici on va parler de fertilisation indirecte à partir du mois d'octobre. Quand l'intrusion a lieu plus basse et que c'est les vents plus forts de la fin d'automne et de l'hiver qui vont brasser le Léman jusqu'à la zone, qui vont brasser le Léman et les eaux du Rhône jusque dans la zone euphotique. Et pour finir, pour ce traçage isotopique, donc la période hivernale, on a ce profil d'homogénéité de température et de densité, donc il va falloir rester dans la zone du Haut-Lac, au niveau de son embouchure, pour trouver le Rhône. Et donc ici, je vais vous présenter le résultat de 3 points, un juste au niveau de la bataillère, donc là où les eaux se rencontrent, un au-dessus du canyon à 1 km de l'embouchure, et un autre toujours au-dessus du canyon, mais à 4 km de l'embouchure. Qu'est-ce que l'on observe? Donc là, l'axe du haut, vous avez vers la gauche le pourcentage en eau du Rhône, et l'axe du bas, c'est la turbidité relative qui augmente vers la droite. Donc on voit bien en bleu qu'on a au premier point la plongée des eaux du Rhône qui vont coller au fond de ce profil peu profond de 22 mètres. Et c'est bien corrélé avec une turbidité qui augmente au fond, c'est les sédiments bien sûr apportés par le Rhône. 1 km plus loin, on a toujours ce Rhône plus dense que le Léman qui va coller au fond et qui va apporter son panache de turbidité. Et 4 km plus loin, qu'est-ce que l'on observe? On observe une intrusion, voire même des intrusions. Ça serait il y a encore à prouver si c'est plusieurs ou pas intrusions, mais en tout cas, ce courant de gravité, en s'écoulant dans le canyon du Rhône, va progressivement se mélanger avec les eaux du Léman, et une fois que les densités vont être homogénéisées, il va y avoir une intrusion qui va se faire dans la colonne d'eau, et on observe ces intrusions ici à 110 mètres et à 150 mètres. Donc pourquoi on observe plusieurs intrusions? Donc il y a plusieurs hypothèses. Peut-être que c'est deux Rhônes à temps différents, qui avaient des débits différents et donc des densités différentes, qui se sont peut-être introduits à des profondeurs différentes et qui flottent les uns sur les autres. Une autre hypothèse avancée par Frédéric, c'est que c'est peut-être la même intrusion, mais qui a été perturbée par des courants de gravité, d'autres courants de gravité qui viendraient des bords, et donc qui auraient créé cette distorsion de l'intrusion. En tout cas, c'est mesuré, ça reste à prouver. Et donc pour finir avec ce cas hivernal, ici on voit bien que les intrusions ont lieu bien plus bas que la zone euphotique, donc on présume qu'il n'y aura pas de fertilisation directe et que ça va alimenter le stock en profondeur de nutriments. Et pour finir, j'aimerais vous présenter du coup les premiers résultats d'un projet qui est né en 2019 d'un partenariat entre l'Université de Lausanne, le PFL et l'Université de Genève, où nous nous sommes intéressés à la zone de transition entre le Rhône et le lac, et où on s'est surtout intéressé par cette zone d'embouchure, qui est finalement un lieu où se rencontrent des eaux d'une rivière dont les paramètres sont limitants pour la croissance du phytoplancton au niveau de la lumière à cause de la turbidité, et des courants trop élevés pour la croissance du phytoplancton, et vont rencontrer des eaux d'un lac qui finalement est très vite appauvri en surface, en nutriments. Donc on s'est posé avec les collègues de ces trois instituts ces trois questions. Finalement, la première question, si on pouvait détecter un gradient de nutriments lié à l'intrusion du Rhône dans le lac. On s'est également posé la question s'il y avait des processus hydrodynamiques, tels des vortex, qui pouvaient, à l'embouchure, créer une zone favorable à la croissance du phytoplancton. Et puis généralement, on s'est posé la question si est-ce qu'il pouvait y avoir dans cette zone un endroit optimal pour la croissance du phytoplancton dans cette zone de transition entre ces deux milieux. Donc pour cela, un nouvel matériel et méthode. Donc on a mis en place deux campagnes d'échantillonnage en avril et septembre 2019. Donc une campagne plutôt au début de la période de croissance du phytoplancton, une plutôt à la fin. Et lors de ces deux campagnes, nous avons échantillonné deux transects. Donc un transect T1 en bleu transversal. Donc ici il faut les voir tous les deux dans les deux encadrés jaunes parce que c'est des transects très proches, ici en avril et ici en septembre, de l'embouchure. Et deux transects longitudinaux, en avril comme en septembre, mais en avril avec un parcours beaucoup plus long, qui part de l'embouchure et qui va jusqu'à SHL2, le point de monitoring au centre du lac. Et nous avons établi cet échantillonnage au vu
de la gyre anti-horaire qui était modélisée par le site de modélisation hydrodynamique Meteolakes. Donc la gyre prévoyait un parcours préférentiel, comme on l'a déjà vu avant, le long de la côte nord. Donc on a pris ces 4 points pour aller voir s'il y avait présence du Rhône ou pas et de ses nutriments. Et en septembre, grâce au transect ADCP effectué par Frédéric, nous avons placé les 4 points de ce transect longitudinal bien plus proches de la zone d'embouchure pour voir finalement comment évoluait l'intrusion du Rhône quand on était dans ce qu'on appelle le near field, cette zone où les vitesses d'intrusion sont encore présentes, donc on détectait très bien jusqu'à C1 et puis qui se perdait à partir du point D, et quelle différence il pouvait y avoir avec ce point E qui était en dehors de cette zone de fort courant dû à l'intrusion du Rhône. Donc au niveau des méthodes, donc Frédéric s'est occupé des transects ADCP, je me suis occupé avec un étudiant de master de tout ce qui était analyse isotopique et l'analyse des nutriments, et Fabio dos Santos Correa, donc un doctorant à l'Université de Genève avec Bas Siblings, s'est occupé des analyses biologiques et entre autres le comptage des cellules phytoplanctoniques. Et donc voilà pour les premiers résultats. Donc avec tous les résultats qu'on a eu de nutriments et de concentration en phytoplancton, on a tout d'abord effectué une clusterisation pour le mois d'avril et pour le mois de septembre. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien d'où vous êtes, mais en gros ici, on a les échantillons de la rivière en nutriments, donc en phosphore, silice et en nitrate et en phytoplancton. Et ici, on a les valeurs du lac. Et les deux, c'est les valeurs dans l'intrusion du Rhône, mais une qu'on a définie comme étant le cœur de l'intrusion et une zone plus de transition. Et pour le mois de septembre, on a ajouté à cette présence ou absence d'eau du Rhône, on a ajouté aussi les vitesses. Donc ici, on a présence des vitesses d'eau du Rhône et des eaux du Rhône. Ici, on n'a que les eaux du Rhône, mais pas la présence de vitesse, pas de mesure précise de vitesse d'intrusion. Et ici, le lac. Et qu'est-ce que l'on peut voir déjà? C'est que finalement, on a un net apport en phosphore et en silice des eaux du Rhône dans les échantillons d'éléments que l'on a mesurés, que ce soit en avril ou en septembre. Ce n'est pas le cas pour les nitrates, on n'a pas d'apport significatif. C'est aussi à relier au fait que la valeur en nitrate dans le Rhône est très proche de celle du Léman. Elle peut être légèrement plus basse ou légèrement plus forte, mais on n'a pas d'apport de gradient particulier en nitrate. Donc on peut déjà répondre à la première question. On observe et on a mesuré un gradient de nutriments lié à l'intrusion des eaux du Rhône dans le Léman. Donc maintenant, j'aimerais vous présenter les résultats particuliers qu'on a fait en avril. Donc en avril, on s'est occupé de ce transect longitudinal. Et en avril, il y a eu un événement particulier qui nous a empêché d'échantillonner pendant la deuxième journée qu'on avait prévue, le 3 avril. C'est qu'il y a eu un gros coup de vent cette journée du 3 avril. Donc entre la première journée de campagne, le 2, et celle qu'on a dû faire finalement le 4, il y a eu ce coup de vent à presque 15 mètres par seconde. Et où Meteolakes a simulé des courants de surface qui pouvaient aller jusqu'à 20 cm par seconde dans le lac. Donc finalement, ce coup de vent a été très intéressant pour voir l'impact d'un coup de vent sur la répartition de nutriments et sur l'impact de la dispersion de l'intrusion du Rhône dans le Léman, parce qu'on avait fait finalement ce point A et 1 à la fois le 2 avril et à la fois le 4 avril. Donc on a pu comparer quel était l'effet du coup de vent. Et on peut le voir ici avec les résultats en bleu de pourcentage d'eau du Rhône, température en rouge, ici vous avez la conductivité, ici la turbidité. Donc on voit à la fois en termes isotopiques de conductivité et de turbidité qu'en pointillé le premier jour, on avait une magnifique intrusion entre 5 mètres et 30 mètres, donc bien détectable en turbidité, en conductivité et isotopiquement, donc qui avait lieu juste sous la petite stratification qu'il y avait ce 2 avril. Le coup de vent du 3 avril a totalement brassé la colonne d'eau, comme on peut le voir sur le profil thermique, jusqu'à 35 mètres. Donc ce qui a eu pour conséquence, et on le voit avec le profil en trait continu du 4 avril, de mélanger cette intrusion dans les 35 premiers mètres de la colonne d'eau et de forcer la nouvelle intrusion à aller vers le nouveau gradient de densité qui se situait maintenant à 70 mètres. Donc finalement le Rhône s'est fait dompter par ce coup de vent et s'est fait repousser jusqu'à 70 mètres de profondeur. Et donc ce qui est intéressant de voir au niveau des mesures de phytoplancton, c'est qu'entre ces deux dates, on a observé une augmentation de la concentration en phytoplancton, en cellules phytoplanctoniques, de plus de 50%. Donc ce qu'on pourrait relier finalement au brassage de
des nutriments qui étaient apportés par l'intrusion du Rhône dans la colonne d'eau. On observe une nette augmentation en phytoplancton la journée après ce coup de vent. Donc maintenant, on va à la deuxième campagne, donc en septembre 2019. Donc ici, on avait le profil transversal T1. Et donc ici, on a jumelé, alors dans le fond, c'est à chaque fois la même représentation, mais avec un paramètre différent. Et donc on voit la morphologie du canyon. Ici, on regarde vers le large, et on voit en fond les vitesses d'intrusion. Donc on va de 0,01, 0,2 mètres par seconde, les vitesses d'intrusion dues à la présence de l'intrusion du Rhône. Et on peut constater que cette intrusion est corrélée avec la présence d'eau du Rhône, bien sûr, de turbidité, mais aussi de phosphore et de silice, comme on l'a vu avec les gradients tout à l'heure. En nitrate, c'est l'inverse. À ce moment-là, la concentration en nitrate du Rhône était plus faible que celle du Léman, donc on a comme une dilution. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est de regarder la composante verticale des vitesses, donc qui nous montre les vecteurs qui regardent vers le haut. Et finalement, on a pu voir que cette intrusion du Rhône, en venant cogner les deux murs du canyon, créait des petits courants ascendants, dont celui-là le plus important allait jusqu'à presque 10 cm par seconde. Donc on a finalement observé ces fameux vortex dont on avait fait l'hypothèse. Cependant, il n'y avait pas d'upwelling de nutriments, on n'avait pas d'apport significatif de nutriments de couches plus basses, et sûrement probablement dû au fait que ces vortex observés n'agissaient que sur une couche assez fine du Léman et n'allaient donc pas chercher des eaux plus enrichies au fond. Donc pour la question numéro 2, on a observé ces vortex, mais on n'a pas observé d'upwelling significatif de nutriments qui aurait pu provoquer une croissance plus importante du phytoplancton. Et pour finir avec ces résultats, donc avec le transect longitudinal ici en vert T2, donc avec le point A jusqu'au point E, jusqu'à 4 km. Donc ici, pour vous, c'est les mêmes paramètres. Donc pour vous rappeler, ici on a la fraction d'eau du Rhône, ici on a la turbidité, et puis les nutriments, phosphore, orthophosphate, nitrate, silice, et la concentration en phytoplancton. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fixé la limite du near field, donc ce champ proche où l'on observe les vitesses d'intrusion du Rhône au niveau du profil D, grâce au transect ADCP. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a une intrusion du Rhône qui est centrée sur 25 mètres de profondeur, qui est très concentrée en Rhône, en eau du Rhône et en turbidité, mais aussi, on le voit très bien ici, en silice. Mais cette concentration diminue drastiquement à partir de la limite du near field, où en tout cas la turbidité diminue fortement, et c'est en dehors de ce near field, donc à partir du profil D, quand la turbidité a diminué, que les vitesses ont grandement diminué, qu'on constate une augmentation significative de la présence de phytoplancton, avec des concentrations supérieures à 600 particules par millilitre. Donc finalement, pour répondre à cette troisième question, en mixant les résultats de ce que nous ont montré ce coup de vent d'avril qui ont brassé les nutriments du Rhône dans la colonne d'eau, et en voyant cette croissance de phytoplancton plus favorable en dehors de ce qu'on a pu appeler le near field, on en a conclu que la zone du haut lac, donc cette zone orientale du lac, en dehors de la zone où les vitesses étaient très importantes du Rhône et la turbidité encore trop importante, juste en face de cette zone-là, on a déduit que ça pouvait être une zone optimale pour la croissance du phytoplancton. Et pour conclure, du coup, on a vu avec toutes ces études de traçage que les eaux du Rhône se dispersaient au niveau de la thermocline et étaient dirigées par les grandes gyres que l'on pouvait observer dans le lac en période de stratification. Au niveau de l'impact présumé que ça pouvait avoir sur la production primaire, donc on a vu un effet de fertilisation direct dans la zone ophotique pendant la période de stratification, donc du printemps jusqu'au début de l'automne. Puis avec les résultats d'octobre et de décembre, on a vu qu'en période de déstratification, on avait plutôt un effet de fertilisation indirect. Et en hiver, dû à des intrusions trop profondes, on a vu qu'il n'y avait pas de fertilisation directe des eaux du Rhône. Et finalement, on a pu mettre en évidence que le haut lac, en dehors de ce champ proche des vitesses, était une zone optimale pour la croissance du phytoplancton, à la fois dû au fait qu'il offre une zone de stratification précoce, comme l'ont montré d'autres études, du fait de la présence des montagnes qui protègent du vent. On a une stratification
plus rapide au printemps, mais aussi, comme on a pu le voir, d'un apport direct des nutriments du Rhône. Et j'en ai fini, je vous remercie pour votre attention.